Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Pilleurs d'État de Philippe Pascot. On ne le dira jamais assez, tous les parlementaires ne sont pas pourris. C'est même une minorité d'entre eux, mais force est de constater qu'ils profitent d'une mansuétude complice de la majorité de leurs collègues. Philippe Pascot a côtoyé les élus de tous bords pendant près de 25 ans. Il recense dans cet ouvrage les abus légaux dans lesquels tombe la classe politique française. Salaires exorbitants, exonération d'impôts, retraite douillette, cumul, emploi fictif, déclaration d'intérêts et d'activités bidons et tant d'autres petits arrangements entre amis. Derrière une volonté affichée de transparence et de moralisation de la sphère politique, nos élus entretiennent leurs propres intérêts au travers de lois de plus en plus incompréhensibles, quand nous, simples citoyens, devons nous serrer la ceinture. Sans parti pris, l'auteur rend compte de ce pillage d'État et du système qui le permet. Adjoint au maire d'Évry Manuel Valls, ancien conseiller régional, chevalier des arts et des lettres, Philippe Pascot milite pour une réelle transparence de l'exercice politique. Il est l'auteur avec Graziella Rioux-Archaoui de Délit d'élu, tome 1, 400 politiques aux prises avec la justice, Max Milo 2014. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Avant-propos d'échafaud. En lendemain, quand l'eau aura un peu coulé sous les ponts et que les médias regarderont ailleurs. L'aube vient juste de se lever dans la cour et je sais qu'aujourd'hui, sans bien le comprendre encore, est un jour bizarre pour moi. Je regarde autour de moi et petit à petit, se dessinent beaucoup de présences que je commence à reconnaître. Je constate en balayant l'ensemble de l'horizon qu'ils sont quasiment tous venus. Pas de peur, pas de question, je savais qu'un jour cela arriverait. Ils sont là dans la cour, l'œil déjà rivé sur l'outil chronophage mais indispensable à leur survie quotidienne. Le portable haut de gamme et rutilant. Malgré l'heure matinale, pas un seul n'étant débraillé. Le premier que je distingue à travers mes yeux maintenant bien ouverts, c'est Jean-Luc Mélenchon. Comme d'habitude, dans une attitude faussement désinvolte mais éminemment calculée, il essaye de se mettre devant. Il me fait signe d'avancer d'un geste de la main. L'air agacé comme l'élu teigneux et vindicatif que j'ai connu du temps où il formait un trio inséparable avec Julien Dray et Marie-Noëlle Lienemann. Jean-Luc, c'est un type très tolérant sur le papier ou dans les médias. Mélenchon, c'est celui qui entrait dans des colères noires dès qu'on le contredisait. Déjà à l'époque, il cajolait d'une main pendant qu'il bastonnait de l'autre. Une fois, j'ai eu l'outrecuidance de présenter des candidats contre lui. Pendant un bout de temps, lors des meetings, il a refusé de s'asseoir à côté de moi. Tiens, elle est là aussi, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice parachutée à Paris après un passage par Hénin-Beaumont. À l'époque où je la fréquentais, elle était maire d'Athis-Mons. En ce temps-là, pour faire plaisir à la politique de tonton Mitterrand, elle embauchait à outrance des demandeurs d'emploi en contrats aidés sur sa commune. Souvent, on en trouvait en train de buller toute la journée derrière les fourrés. Sacrée bonne femme que la Marie-Noëlle, qui n'avait pas sa langue que dans sa poche. Où est le troisième? Ah, il est là, Julien Dray, l'air débonnaire, les mains dans les poches et le menton enfoncé dans le col de son manteau. Il a pris encore un peu de poids depuis notre première rencontre, il y a presque 30 ans. C'était dans une télé locale, et ce jour-là je lui ai offert une peluche pour ses enfants. Je crois que ça l'a marqué, il m'en a parlé 20 ans après. Il a moins aimé les quelques fois où, lors de ses vœux dans la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, je lui offrais régulièrement une montre en plastique. Il me fait un petit signe amical de la tête. Je lui renvoie son bonjour d'un hochement de tête. Je fais un pas et j'aperçois Jacques Guyard, le grand Jacques, un des premiers députés maires et ministres que j'ai rencontrés. Lui, il riait toujours, un rire fort et massif qui emportait inéluctablement votre adhésion. Un grand bonhomme ce Jacques, capable de vous entuber jusqu'au bout en souriant et en s'arrangeant pour que vous lui disiez, en plus, merci. Un homme politique comme on n'en fait plus, tout en classe et en grâce. À côté de lui, il y a son vieux copain, Xavier Dugouin, l'homme du rapport Xavier-Tibéri, ancien président du Conseil général de l'Essonne. Toujours la même allure altière, un homme profondément humain et roublard à la fois.
Xavier est capable de rebondir même quand il est au fond de la piscine, et Dieu sait s'il a connu le fond de la piscine. Il a, comme Jacques, un côté sympathique que ne possèdent plus beaucoup d'hommes et de femmes politiques d'aujourd'hui. Il me fait un petit clin d'œil complice et s'éloigne. Mine de rien, cela me fait plaisir de voir tout ce beau monde réuni dans cette cour et semblant être venu spécialement pour une fête ou une inauguration. Je ne pensais pas en connaître autant de tous ces hommes et toutes ces femmes que j'ai rencontrés ou avec lesquels j'ai travaillé ces dernières années. C'est que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière du jour, et je distingue maintenant même ceux qui sont au fond, par timidité ou parce que les autres, plus téméraires ou carnassiers se sont mis devant. J'en reconnais beaucoup, et plusieurs visages me sautent aux yeux. Il y a Nicole Gage, ancienne ministre et amie très proche de Jacques Chirac. En la voyant, je me remémore le travail fait. Grâce à moi, elle ne fume plus et a même réussi à se passer du chewing-gum dont elle était devenue addicte. Toujours aussi élégante, elle me regarde, un petit sourire triste sur les lèvres. Il y a aussi le très hautain Roger Carucci. Lui ne pouvait pas s'empêcher de me côtoyer avec l'air profondément condescendant de celui qui sait tout. Je l'ai vu adresser presque le même regard à ses assistants. Pourquoi les choisissait-il l'air si jeune, si faible? Pour mieux les dominer peut-être? Je suis content car j'aperçois Jean-Vincent Placé. Il me doit son début de carrière en politique. Agnès, femme de ministre, m'avait appelé pour me demander s'il fallait mettre ou non ce trublion sur la liste municipale des Ulysses. C'est ainsi qu'il est devenu conseiller municipal, même si, honnêtement, il a plutôt brillé par son absence. Quand je pense qu'il était tout maigre et timide, quand je l'ai connu simple assistant dans un autre parti. Il souffle dans ses deux mains qu'il a remontées sur son visage, l'air de faussement s'ennuyer comme d'habitude, mais ses petits yeux perçants sondent, regardent, soupèsent tout ce qui l'entoure. Je commence à me demander pourquoi ils sont tous là, une manif. Un colloque. Paradoxalement et confusément, je sais que c'est logique, comme dans l'ordre des choses. Devant moi, il y a une sorte de haie d'hommes et de femmes politiques qui ont jalonné mon parcours. Marine Le Pen est là, entourée de Dominique Joly et de Marie-Christine Arnautu que j'ai bien connue. Derrière eux, un peu en retrait, je reconnais Micheline Brunat, femme discrète et très sympathique. C'était la secrétaire particulière de Jean-Marie, le père. Et nous avions sympathisé car j'étais le seul élu, hors de son parti, qui lui faisait la bise pour lui dire bonjour, mais je n'ai jamais, contrairement à d'autres qui la snobaient ostensiblement, négocié d'accord secret avec son parti. Elle m'envoie avec Marie-Christine un petit baiser pendant que j'avance. Je vais encore me faire des ennemis. Je commence à avoir un peu froid, et je me rends compte que je suis en simple chemise blanche. Je tourne la tête, et je vois Serge Dassault entouré de son aréopage de conseillers. Je suis vraiment content d'avoir réussi à lui soutirer plus de 100 000 francs de l'époque au profit d'une association qui luttait contre la leucémie et dont je m'occupais avec une femme en or. Madame Boucher dite Maman Boubou. C'était l'époque où il voulait être maire de Corbeil. J'aurais pu lui en soutirer un peu plus, si, un jour où il devait nous remettre un nouveau chèque pour développer la banque de donneurs de moelle osseuse, quelqu'un ne lui avait pas susurré à l'oreille que j'appartenais à un parti politique concurrent du sien. Je le revois encore remettre le chèque dans sa poche et nous prier de sortir immédiatement, sans ménagement. Pas très élégant de sa part, mais le personnage a-t-il jamais été élégant? Juste riche, il ne pouvait pas être les deux. J'ai encore un peu plus froid. Un petit vent me glace le cou et me fait frissonner. Ce qui me reste de mon col n'est pas fermé et flotte sur mon cou offert. Il faudra vraiment que je fasse plus attention à mon apparence. J'avance encore un peu, à pas lents et mesurés, et je vois Christiane Taubira toujours pimpante, le sourire carnassier, prête à mordre si on essaye de l'agresser. Un sacré caractère que n'a pas supporté longtemps le chauffeur que je lui avais trouvé pour ses déplacements à Paris. Mais une sacrée bonne femme qui ne s'en laisse pas compter, et qui sait, contrairement à d'autres politiques, ne pas lâcher même si le vent de la popularité est contraire. J'ai toujours bien aimé cette femme. Je ne sais pas si son affection à mon égard était du calcul ou de la sincérité. Un petit groupe me regarde passer, il y a François Lamy en grande discussion avec Jérôme Gage,
président du Conseil général de l'Essonne, battu lors des départementales de mars 2015, ex-député et fervent défenseur du mandat unique tant que lui n'en a pas eu plusieurs, Olivier Thomas, maire de Marcoussis, ancien ennemi de Guedj devenu son ami, Carlos da Silva, député suppléant de Manuel Valls. Il regarde en parlant à voix basse le vieux sénateur Michel Berson qui est là, debout et encore vaillant. Ce même Michel Berson qui, grâce au petit paquet de voix que je représentais à l'époque, est devenu sénateur malgré la traîtrise de son propre parti. Je prends conscience d'un seul coup que presque tous les élus que j'ai connus durant mon passage en politique sont là. Les petits et les grands élus se sont réunis ce matin dans cette cour au pavé gris. J'entrevois au milieu d'un groupe qui s'agite, le brave et sympathique Michel Pouzol, ex-érémiste devenu député et dont le principal fait d'armes est d'en avoir fait un livre. Il y a aussi François-Joseph Roux, l'homme par qui l'affaire Tron a commencé. Du coin de son œil malicieux, ce roi de la moustache apparente, éminence grise, corse et franc-maçon, regarde sans rien dire. Il n'est pas loin d'ailleurs le député-maire Georges Tron, l'homme qui aimait trop caresser les chevilles des femmes. Déjà, il y a une bonne vingtaine d'années, quelques-unes de mes amies, femmes et journalistes, ne se rendaient à des rendez-vous professionnels avec lui qu'en prenant bien soin de mettre des bottines hautes sous un pantalon bien fermé, tant son incoercible besoin de toucher pouvait devenir envahissant. Quand j'y repense, parmi cette foule politique, j'en ai froissé plus d'un et malmené quelques autres. Certains ont même perdu des élections par ma faute. En 2001, toute une agglomération de 5 villes est passée dans l'autre camp politique parce que je n'avais pas accepté le non-respect de la parole donnée et des accords politiques signés. Être incontrôlable a été pour les autres mon plus grand défaut en politique. En dehors du moule et refusant d'être dans le sérail, je n'en ai toujours fait qu'à ma tête, refusant de ne pas comprendre ce pourquoi je votais. Je ne voulais jamais signer un parapheur sans savoir ce qui était écrit dedans. Je bloquais le système, me disait-on. Impardonnable, j'ai refusé des places, des mandats en or, juste pour ne pas trahir un ami. On m'a pris pour un ovni, un malade qui ne comprend rien à la politique. Je n'ai pas accepté non plus les pots de vin que l'on m'a proposés quelquefois, et je comprends que cela en ait choqué quelques-uns. J'ai toujours préféré inviter à déjeuner le personnel, plutôt que les chefs de service. Beaucoup d'entre eux m'en ont voulu, d'une colère sourde et vengeresse, d'oser remettre en cause la sacro-sainte prérogative due à leur rang. Être l'interface obligatoire et incontournable de tout message d'action politique en direction du personnel. Pardon donc à tous ces chefs de service qui me regardent aujourd'hui du coin de l'œil, tandis que je passe devant eux. Ils affichent chacun l'expression parfaite et calculée de celui qui se veut compatissant et amical, mais qui en réalité vous méprise. Je m'avance un peu. En tournant la tête vers la gauche, j'aperçois Michel Abervé. Il a du mal à marcher, mais est toujours droit dans sa tête. C'est un homme de conviction, que ses camarades ont éjecté à cause de sa trop grande droiture. Juste derrière lui se tient le brave Thierry Lafont qui fut tout étonné de devenir maire de sa ville de Lys, simplement à cause d'une triangulaire dont j'étais responsable pour m'être maintenu dans un deuxième tour d'élection municipale. Il y a aussi celui qui fut pour moi un grand maire, mais trop peu de temps de la ville de Courcouronnes, Bernard Bragard. Mal conseillé et trop en avance sur son temps, cette ancienne plume de Max Gallo avait aussi eu le courage de dénoncer dans un livre les turpitudes de Jacques Médecin, le déjà lointain maire mafieux de Nice. Un contrat d'élimination sur sa tête, Bernard avait dû s'exfiltrer 1 an aux États-Unis. Descendu en flèche par son propre camp, assassiné par ses amis politiques, il a dû céder sa place de maire à un petit jeune d'un parti radicalement opposé, Stéphane Baudet, qui a su depuis allier jeunesse et sagesse dans une ville difficile. Il est là d'ailleurs Stéphane, entouré de son aréopage de groupies amoureuses. Il me donne une petite tape dans le dos quand je passe devant lui, comme pour me dire courage. Un sacré petit gars que j'ai vu grandir et devenir un vrai politique, sans jamais renier son passé ou ses origines. Une graine de ministre dans un gouvernement futur. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter toutes ces marques d'attention des uns et des autres? J'ai de plus en plus froid quand je sens que quelqu'un me pousse un peu rudement dans le dos, comme pour me faire avancer plus vite. Je me retourne et avec surprise, reconnais le sénateur Jean-Michel Bellet.
Il m'en a toujours voulu du putsch que nous avions failli réussir contre lui avec Michel Dary, député, et Michel Scarbonci, député européen, mon Corse préféré. Au dernier moment, Émile Zuccarelli nous a laissé tomber pendant que Thierry Braillard, devenu ministre depuis, négociait en douce une vice-présidence au sein du parti dirigé par Jean-Michel Bellet en échange de sa soumission immédiate. Il me l'a fait payer cher durant plusieurs années. Et aujourd'hui encore il a l'air content de me pousser de sa grosse main qu'il appuie sur mon épaule. Quand je pense qu'il trouvait toujours le moyen de nous faire venir en congrès de militants, au plus près de l'habitation d'une de ses nombreuses courtisanes. Tiens, à ce propos, je vois Sylvia Pinel en grande discussion avec Jean-Paul Huchon. Celle-là, elle est devenue députée et ministre uniquement à cause de sa situation très rapprochée du Jean-Michel cité un peu plus haut. Mon Jean-Paul Huchon, lui, est toujours jovial et sympathique avec tout le monde. Pendant 6 mois à la région, il m'a appelé Christophe en séance publique, et je lui répondais en l'appelant Jean-Pierre. Cela nous faisait marrer tous les deux mais pas son entourage, surtout sa directrice de la communication, Patricia, qui avait tendance à ne pas aimer que l'on soit impertinent avec son « Jean-Paul a-t-elle toute seule ». Tiens, la dame Michel Saban est là elle aussi. Drôle de bonne femme tout en finesse. La première et dernière fois où elle m'a invité à déjeuner, elle n'a pas compris que je refuse poliment de lui servir d'agent de renseignement au sein de mon groupe politique. Elle me regarde passer, l'œil dur de celle qui tient enfin sa revanche. J'en ai croisé un paquet de cette gens politiques, de ces faux amis qui ne le sont qu'en fonction du poids que vous pesez ou de votre carnet d'adresses. J'ai aussi rencontré, côtoyé, des ministres sympathiques comme par exemple Jacques Dandou, que Dieu, Allah ou Bouddha ait son âme, que j'adorais avec son petit sac plastique de supermarché en guise de mallette. D'ailleurs, tous les membres du protocole en étaient horrifiés et faisaient la chasse aux paparazzi qui cherchaient tous à faire la photo du ministre, son petit sac plastique à la main. Les souvenirs me remontent à l'esprit. Je revois mon premier élu de poids qui fut d'abord mon patron avant que je devienne son principal opposant. Henri Marcille, conseiller général, député, maire pendant plus de 45 ans de Bondoufle, sa commune. Je l'ai aimé et respecté cet homme autant qu'il a dû me détester quand je me suis mis en travers de son chemin. Il m'avait embauché comme directeur de la maison de quartier, tenu à l'époque par quelques malfrats dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Après avoir remis de l'ordre et du contenu dans la ville, nous nous sommes séparés en raison de sa vision passéiste de la culture et de mon envie de voir les choses bouger pour les jeunes et les habitants. Mais Henri était quand même un sacré politicard comme on n'en fait plus. J'ai encore le souvenir des quelques fois où il m'a collé contre un mur à la sortie d'une séance de conseil municipal, au cours de laquelle je l'avais fortement titillé. Les habitants nous appelaient Don Camillo, pour moi, et Pépone, pour Henri. C'était un homme politique qui, contrairement et inversement à ceux d'aujourd'hui, n'avait pas beaucoup de diplômes mais beaucoup de bon sens. Je me rappelle aussi du ministre Bernard Tapie qui signa 300 à 400 autographes en 10 minutes, lors d'une manifestation que j'avais organisée pour lui à Évry. En partant, alors que je le raccompagnais à sa voiture, je lui transmets le bonjour de l'abbé Pierre avec qui j'avais bossé quelque temps auparavant. Il me regarde quelques instants interloqué et me souffle, vexé, avant de s'engouffrer dans sa voiture. Mais moi aussi je le connais. Je l'ai revu il y a quelque temps, dans son hôtel particulier rue des Saints-Pères. On devait jouer le rôle de 2 flics pour une caméra cachée. Il s'est dégonflé quelques jours après la rencontre. Je le cherche des yeux dans la foule, mais je ne le vois pas. Il n'est sûrement pas là, sinon on ne verrait que lui. Thierry Mandon est là aussi. Je fais mine de lui serrer la main, mais je m'aperçois avec étonnement que je ne peux pas, mes mains semblent attachées dans mon dos. Quelques souvenirs de boîte de nuit, avec ce ministre de la simplification, me remontent maintenant à l'esprit. Justement, à cette époque lointaine, tout était simple avec lui. Il ne se tient pas loin de Manuel Valls, dont j'ai été l'adjoint durant quelques années à la mairie d'Évry. Il était sympa au début. Puis, à mesure de son ascension, sa parole s'est durcie, son attitude a changé. Il riait de moins en moins, hurlait de plus en plus. Plus il prenait de la hauteur dans sa tête, plus mon estime pour lui descendait.
J'ai vu la cohorte de plus en plus nombreuse de courtisans et d'aides de camp, qui petit à petit l'ont séparé des vrais gens. Puis, un jour où nous étions dans l'ascenseur tous les deux, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire en politique. Il m'a répondu comme l'ascenseur. Nous montions au dernier étage. J'ai préféré descendre avant et le laisser à la solitude de celui qui cherche à être aimé. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu derrière la façade lisse du bon communicant qu'il est. Un jour, il m'a écrit qu'il m'aimait, un moment de faiblesse de sa part sans doute. Je ne sais pas où j'ai foutu ce petit bout de papier bof. De toute manière, les petits bouts de papier avec les hommes politiques, cela n'a jamais valu grand-chose. Il y a à ses côtés l'éternel factotum, garde du corps, gardien du temple, Christian Gravel, l'homme avec qui j'aurais dû être ami. Toujours aussi interrogatif, le Manu. Il me regarde à nouveau au fond des yeux, cherche, soupèse, calcule en une fraction de seconde s'il peut savoir comment me prendre, me manipuler comme il sait si bien faire pour acheter sa conscience. Mais il n'y arrive pas avec moi comme d'habitude. Dommage, il aurait pu faire un bon président de la République. Pas sûr qu'il n'en fasse pas un mauvais. Un de plus. Quand Manuel s'écarte pour rejoindre son petit groupe de courtisans, je vois devant moi, comme seule possibilité d'avancer, des marches en bois que je dois monter et qui mènent vers un ciel bleu qui sera aussi le bout de mon chemin. Je viens de comprendre que ce qui m'attend en haut ne va pas être agréable. À vrai dire, je ne suis toujours pas étonné, même pas en colère. Je savais qu'un jour, il faudrait que je paye cash l'addition du dérangement causé à l'establishment. La machine finit toujours par broyer le petit grain de sable qui l'empêche de tourner. Mon grain de sable a tenu durant plus de 30 ans, un beau record dont je peux m'enorgueillir sans rougir. Il faut maintenant que je monte ces marches dignement, comme il sied au saltimbanque iconoclaste que je suis. Je jette un dernier regard circulaire autour de moi. Il y a dans la cour, en plus des élus, des fonctionnaires, des chargés de mission, des chefs de cabinet, des secrétaires particulières, tous des faux culs de première. Ils sont derrière les élus, au fond comme il se doit. Tout ce petit monde que j'ai vu s'agiter autour de leur Dieu et Maître, obéissant au doigt et à l'œil, anticipant même pour les plus aguerris, le moindre désir de leur Seigneur, l'élu. Qu'ils soient alimentaires ou convaincus, j'en ai vu très peu dire à leur gourou qu'ils se trompaient ou qu'ils dépassaient la ligne jaune. Je ne suis pas dupe, ils ne sont pas là pour moi, mais parce que c'est l'endroit où il faut être pour ne pas perdre son job. Je suis en bas du podium et tout à côté des marches, j'aperçois deux vieux briscards de la politique que j'appréciais beaucoup pour leur non-conformisme d'élus, leur prise de position décalée et sincère au service des autres. Des mecs hors normes aussi que l'on a régulièrement essayé d'assassiner. Christian Schuttel, maire de Janvry et conseiller général, et Paul Loridan, sénateur et ex-maire des Ulysses. Je monte les marches de l'escalier une à une, lentement, appréciant chaque pas, embrassant du regard la foule d'hommes et de femmes politiques qui sont là dans cette cour de la République et que je ne peux tous citer. Un salut à Anne Hidalgo, toujours courtoise et simple comme quand elle venait dans la commission que je présidais à la région. Un petit coucou à Robert Hue, toujours jovial et barbu. Laurent Fabius est là, son petit sourire diplomatique au coin des lèvres. À mesure que je monte les marches, je vois les regards de cette multitude d'hommes et de femmes qui s'abaissent vers le sol, honteux d'avoir participé à la Lali, mais conscients de l'avoir fait pour ce qu'ils pensent être le bien de la nation ou pour que l'ordre soit respecté. Après tout, c'est ma faute, pensent-ils sans doute tous et toutes. Je n'avais pas à remuer l'eau, d'apparence si claire du fonctionnement de la politique française et de ceux qui la font. Le peuple n'a pas besoin de savoir ce qui se passe sous les dorures et les oripeaux du drapeau. Le peuple n'est pas assez intelligent pour comprendre que ceux qui font les lois ne peuvent quand même pas se les appliquer. Il faut que ceux qui sont en bas restent en bas, et que ceux qui sont en haut continuent à rester en haut. Je fais encore un pas, tout va très vite, d'un seul coup tout bascule, il n'y aura pas de... Le coup près tombe. Je voulais juste. Clac. Rappel. Tout mis en examen ou non condamné définitivement, a le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable. Mon but est juste d'informer le lecteur, qui est aussi un électeur,
pour qu'ils puissent en toute responsabilité participer éventuellement à l'assainissement de la classe politique que, par ailleurs, il décrit de plus en plus chaque jour. Ce rappel n'a logiquement pas lieu d'être car ce livre traite des abus et des systèmes mis en place qui les favorisent grandement, et non des délits d'élus. Néanmoins, je trouve parfois très ténue la frontière entre le délit et l'abus dont l'élu peut être coutumier. Introduction. Les abus d'élus se ramassent à l'appel. J'ai découvert avec effarement qu'en dehors des délits référencés dans le Code pénal et justifiant d'une procédure judiciaire, délits qui m'ont permis de coécrire un premier tome il y a quelque temps, il y a aussi, avant, après ou concomitamment aux délits dont les élus se rendent coupables, une multitude d'abus commis joyeusement dans une opacité savamment distillée et auto-entretenue, toutes tendances politiques confondues. Ces abus, privilèges, passe-droits, avantages, selon le nom qu'on peut leur donner, me laissent pantois et désespéré sur le genre humain. Le pire, c'est que la plupart de ces abus sont revêtus d'une légalité de façade permettant aux élus d'échapper à toute poursuite pénale et de se draper en conséquence dans une innocence de circonstance qui m'enveloppe de beaucoup plus qu'un doute sur l'éthique et la probité de ceux qui en profitent. La liste, les détails ou les noms que vous allez découvrir dans les pages qui suivent ne sont, j'en suis maintenant persuadé, que le dessus de l'iceberg du monde politique d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a ça et là quelques taches sombres en surface. Mais nous dit-on, ce ne sont que des petites salissures qui ne remettent pas en cause la vision majestueuse et respectable de ce bloc de glace que forment la politique et ses élus. Toutefois, la blancheur, ou la transparence apparente, disparaît rapidement dès que l'on essaie, pour comprendre ou savoir, de descendre en dessous de la surface visible par tout un chacun. Il faut creuser, recreuser patiemment l'iceberg pour réussir à entrevoir ce que cache le vernis superbe que l'on voulait bien nous montrer. Et plus l'on creuse, plus l'étonnement, l'incrédulité et la colère vous étreignent, tant tout ce que l'on découvre comme avantages, privilèges et abus souille la devise républicaine inscrite au fronton de nos édifices publics. Liberté, égalité, fraternité. Car peut-on parler de liberté quand des élus chargés de la défendre la bafouent régulièrement, dès lors qu'il s'agit de divulguer les privilèges qu'ils se sont auto-attribués? Parle-t-on d'égalité quand on découvre qu'ils profitent allègrement de passe-droits réservés uniquement à leur caste d'élus? Et est-ce vraiment de la fraternité que de les voir abuser régulièrement de privilèges qu'ils refusent avec force à tous les autres? Tous les faits rapportés dans cet ouvrage sont malheureusement réels, même si parfois le lecteur se surprendra à douter, tant le passe-droit ou l'avantage acquis par l'élu paraît irréel par rapport aux valeurs simples qu'ils sont censés défendre ou qu'ils nous demandent de respecter. J'ai moi-même, lors de la découverte de certains abus, dû m'y reprendre à 3 ou 4 vérifications pour être bien sûr que ce que j'écrivais ne tenait pas du fantasme populaire ou de la rumeur malveillante. Dans un sondage mis en ligne par Transparency France et réalisé entre le 2 octobre et le 2 novembre 2014, à une des questions posées dans le cadre d'un engagement citoyen prioritaire, 62% des avis exprimés souhaitaient que les élus locaux soient exemplaires. Même si les élus profiteurs ne sont qu'une minorité, et ceux profiteurs jusqu'à l'os, une minorité de la minorité, mais couverte et protégée par la majorité, l'impression globale qui en résulte pour la population n'est qu'un dégoût profond et grandissant pour le monde de la politique et de ses élus. Il ne s'agit pas à travers ce livre, comme on nous en a accusé quelquefois depuis la parution de Délit d'élus, de favoriser les extrêmes en reprenant la sempiternelle et galvaudée expression du tous pourri. Cette expression tient lieu d'ailleurs de messages politiques fourre-tout pour quelques partis politiques en mal de reconnaissance. Elle sert aussi d'excuse, bien pratique, pour d'autres qui n'ont en réalité que l'aspiration de remplacer ceux qu'ils dénoncent. Il ne s'agit pas non plus d'accentuer le rejet de toute la classe politique, ou comme je l'ai déjà entendu, de précipiter les électeurs dans les bras des extrémistes, voire de mettre, et j'en tremble encore, en péril la démocratie en osant interroger la probité d'une frange d'élus. Mais force est de constater que des élus, loin de se serrer la ceinture, comme chacun d'entre nous est appelé à le faire, et pour quelques années encore selon les déclarations d'un de nos premiers ministres faites récemment au journal espagnol El Mundo, bénéficient dans bien des cas et dans beaucoup de domaines de traitements privilégiés
qui font qu'ils doivent discrètement rajouter des trous à leur ceinture déjà bien longue. Il faut aussi savoir que ces abus, avantages, privilèges et autres, sont souvent la conséquence d'un système de fonctionnement politique qui les engendre et les facilite. Les élus sont donc coupables des abus et responsables du système. Pas facile dans ces cas-là de crier à l'innocence. J'ai donc ramassé des abus d'élus à l'appel, et très honnêtement, à la relecture de mes découvertes, au vu du système mis en place qui les engendre et ou les favorise, dans le brouillard savamment entretenu, au regard de la désinformation parfois orchestrée, il y a vraiment des coups de pelle qui se perdent. Première partie. Un système qui produit des abus et inversement. Chapitre 1. L'abstention, au service d'un système politique inégalitaire. Un système qui arrange surtout les élus. Régulièrement on aborde le sujet, des chiffres et des courbes viennent nous interpeller par écran interposé. Puis, l'élection passée, le soufflet et la culpabilisation du devoir non accompli retombent vite, et l'on se donne toutes les excuses éculées mais tenaces pour se justifier. D'un côté, les abstentionnistes qui sont persuadés que voter, de toute manière, cela ne sert à rien, parce que à quoi bon ils sont tous pareils. De l'autre, les votants qui accusent les non-votants de plomber la démocratie, persuadés qu'il faut s'exprimer même si on sait que cela ne changera pas grand-chose et que le choix est parfois limité, voire identique. Au milieu, il y a l'élu pour qui l'abstention n'est pas un travers, mais une chance. Moins il y a de monde, plus c'est facile d'être élu et surtout réélu. Laisser l'abstention se répandre et gagner un terrain de plus en plus important à mesure des élections, c'est donc, à terme, favoriser l'émergence de deux catégories d'individus qui ne pourront que s'éloigner les uns des autres et creuser le fossé toujours plus profond de ceux qui seront en bas dans la pénombre, les classes populaires, et ceux qui seront en haut à la lumière, les élites. À titre d'exemple, aujourd'hui 82% des sénateurs et députés sont des cadres ou exercent des professions intellectuelles, alors que cette catégorie ne représente que 13% de la population active. Par ailleurs, peut-on sérieusement dire qu'un élu, s'il peut susurrer qu'il est élu démocratiquement, est légitime et représentatif quand, à quelques exceptions près, il est élu avec une moyenne de moins de 3 électeurs pour 10 inscrits? Où s'arrêta l'abstention? Toutes les études le montrent. L'abstention est toujours plus forte en France depuis 1958, et ce, pour toutes les élections à une ou deux près en 60 ans de vote. Et ceux qui ne vont pas voter, nombre qui va en augmentant, appartiennent aux classes populaires. Les catégories défavorisées ne se reconnaissent pas dans la classe politique censée les représenter. Comme leurs intérêts ne sont pas pris en compte, elles ne votent plus, et comme elles ne votent plus, leurs intérêts sont de moins en moins pris en compte par les élus. Si on ne met pas un coup d'arrêt brutal à ce fleuve abstentionniste au débit de plus en plus grand, on renforcera un peu plus à chaque élection la dichotomie entre l'élu et la population qu'il représente. Il y aura ceux qui iront encore voter, certes de moins en moins nombreux, mais qui voteront de plus en plus pour des candidats à leur image. La couleur politique ne jouera plus qu'à la marge pour le choix du candidat, et de l'autre, les classes populaires, de plus en plus nombreuses, qui ne se reconnaîtront pas, et de moins en moins dans ces élites de plus en plus éloignées de leurs préoccupations quotidiennes. Aujourd'hui, 52% des Français sont employés ou ouvriers contre 3% des députés, et l'écart ne peut que s'agrandir. Par voie de conséquence et n'ayant d'autre choix que l'abstention, les classes populaires iront de moins en moins voter. Pour qui? Pourquoi bonnet blanc et blanc bonnet? Peste ou choléra? Et le piège se refermera de plus en plus fort autour du cou de la représentativité réelle des élus de la République. Cette distorsion qui ne pourra que s'accentuer entraînera une incompréhension de fait entre l'élu et une majorité grandissante des citoyens, dont l'élu pourtant s'évertuera à dire qu'il en tire sa légitimité. Si on prend quelques-unes des dernières élections qui se sont déroulées en France il y a quelques mois, ce n'est plus une sonnette d'alarme qu'il faut tirer, mais la sirène des pompiers qu'il faut actionner, voire déclencher le plan Orsec tant les faits constatés deviennent un déni de la démocratie. Ainsi, au premier tour d'une élection législative partielle dans l'Aube, décembre 2014, il y a eu 75% d'abstention. Sur 65 758 inscrits, il n'y a eu que 24,63% de votants pour 8 candidats en lice.
Le candidat arrivé en tête a obtenu 40,76% des voix, soit 6601 voix. Si on rapporte ce chiffre au nombre d'électeurs, cela signifie que le candidat ayant eu le plus de voix lors de ce premier tour a recueilli en termes de légitimité et de représentativité le vote de 1 électeur sur 10. Le deuxième, lui, dépasse tout juste le demi-électeur sur 10. De même à l'élection partielle de la 21e circonscription du Nord qui s'est déroulée en juin 2014. Au premier tour, 9 candidats et 74,16% d'abstention. Pire, au deuxième tour, et malgré l'appel républicain habituel, il y a eu 76,21% d'abstention. La légitimité du nouveau député Laurent de Gallet, dont tous les médias ont proclamé l'élection avec un score de 72,14% des voix, ne représente en réalité que l'expression d'un peu plus d'un électeur et demi sur 10. Si l'on considère les dernières élections municipales, dans les 30 plus grandes villes de France en nombre d'habitants, donc logiquement, le plus grand nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales, on aperçoit que dans seulement 4 villes les listes arrivées en tête des suffrages sont élues avec un peu plus de 3 électeurs sur 10. Bordeaux, 33,12%, Toulon, 30,33%, Angers, 31,67% et Saint-Denis, 33,55%. Quand on sait que les élections municipales sont les élections où le taux d'abstention est le plus faible, je vous laisse imaginer la représentativité réelle des autres élus de la République, sans compter que le taux de votants n'est jamais qu'une moyenne nationale. Si l'on prend les villes au cas par cas, on se rend bien compte que la légitimité des élus est contestable. Ainsi, Roubaix, Villiers-le-Bel, Vaux-en-Velin et Évry font partie des municipalités qui ne représentent même pas 20% de la population dont les élus sont censés être les représentants, tandis qu'il n'y a même pas 3 électeurs sur 10 inscrits qui ont voté à Toulouse, Nantes, Rennes, Reims, Saint-Étienne, Dijon, Brest, Clermont-Ferrand, Amiens, Aix-en-Provence, Limoges, Nîmes, Tours, Besançon, Lille, Le Havre, Metz, Le Mans, Grenoble, Nice ou Villeurbanne. Pourquoi ne pas inscrire tous les résultats électoraux en pourcentage de vote exprimé, les votants, mais accompagnés du pourcentage en vote des inscrits? Une proposition simple à mettre en place ne nécessitant aucune loi, juste une volonté des politiques pour renforcer la légitimité de leur élection. Ne pas tenir compte de cette situation qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire, c'est comme être un médecin, l'élu, qui laisse une gangrène, l'abstention s'étendre sur tout le corps du patient, les électeurs. Le médecin sait que le patient va mourir s'il ne coupe pas le bras, mais il laisse faire. Après tout, il y aura d'autres patients, et lui sera toujours médecin. Un jeu gagnant pour les élus roublards. Si vous savez cajoler l'électeur qui a voté pour vous, le brosser dans le sens du poil, vous êtes quasiment sûr d'être réélu à vie. Après tout, il n'y a que quelques mains à serrer, 1 sur 10, des chocolats à offrir, un bon repas au club des anciens. Mieux encore, on peut imiter la mairie de Puteaux et acheter pour 220 000 € d'aspirateurs de marque, soit entre 3 000 et 3 500 appareils, que l'on offre ensuite gracieusement aux seigneurs de la ville, ou bien une cafetière à dosette. De quoi récupérer un certain nombre de voix au municipal. Ailleurs, on distribue des logements ou des emplois communaux. On verrouille un petit groupe d'individus de son parti d'une poigne de fer. On ajoute à tout cela un peu de gouaille et de repartie, et tant pis si on ne satisfait pas la quasi-majorité des électeurs. Ils n'iront pas voter. Un bonheur pour une réélection. Chapitre 2. L'abstention des parlementaires, plus importante que celle des électeurs. Ou l'art de ne pas être là, tout en faisant croire qu'on y est. Face à cette situation d'absentéisme, nous avons droit à chaque fois au couplet des ténors de la politique, qui viennent à tour de rôle et à grand renfort de médias accuser le peuple de favoriser les extrêmes en ne votant pas. Ils ont raison sur le fond. Quand on voit la méfiance et la désaffection accrue des électeurs vis-à-vis des blocs politiques sédentaires et inamovibles, il est quasiment évident que le risque d'un glissement de l'électorat vers des extrêmes, plus vierge et neuf à ses yeux, va se renforcer pour les élections futures. Les personnalités les plus en vue des partis traditionnels mènent donc de grandes campagnes pour éveiller les consciences et faire en sorte que les électeurs reprennent le chemin des urnes. On les voit aussi régulièrement sur les plateaux de télévision commenter les résultats électoraux,
et se lamenter du taux d'abstention qui ne cesse de grimper à cause, bien entendu, de l'autre, celui d'en face qui n'a pas fait son travail d'élu. Pourtant eux-mêmes, et ce, malgré l'indemnité qu'ils touchent pour leur fonction, ne votent pas davantage que le commun des mortels. Il est stipulé dans le règlement de l'Assemblée nationale, conformément à un principe républicain, que l'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. Ce qui veut dire que quel que soit le nombre de présents, un vote dans l'hémicycle est toujours valable. Donc, en théorie, si un jour un seul député est dans l'hémicycle pour adopter une loi, il peut le faire. Son vote sera valable et la loi sera adoptée. On comprend mieux pourquoi l'hémicycle est souvent à moitié vide. Pour les sénateurs, bien que cela soit anticonstitutionnel et interdit par leur propre règlement, il leur suffit d'être 4 pour voter valablement pour l'ensemble du Sénat, 348 sénateurs, puisque chaque sénateur peut voter par procuration au nom de 100 de ses collègues pour chaque scrutin. Dès qu'il s'agit d'un vote public télévisé, on peut constater que les parlementaires sont tous là pour voter selon les consignes de leur groupe ou de leur leader. Mais dès qu'il s'agit de voter des amendements censés rectifier une loi, l'améliorer, ou pour l'opposition parlementaire, tenter de diminuer les effets d'une loi qu'elle n'approuve pas, les abstentions de nos députés atteignent des sommets himalayesques. Ainsi, la moyenne d'absence globale non pondérée sur les amendements votés sur 2 ans, 2013 à 2015, est d'environ 465 députés sur 577. Ce chiffre est d'autant plus alarmant quand il s'agit de votes de lois générales impactant nos vies futures pour les 30 ans à venir ou concernant nos acquis sociaux, soit dans un souci de les protéger, ou au contraire dans le but de les diminuer. Ainsi, le 17 décembre 2014, 415 députés étaient absents lors du vote de L'. Ensemble du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.